Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de cette semaine, du 28 octobre au 3 novembre 2018. À la une cette semaine, Vierzon, à l'hôpital, une grève de la faim entamée par 2 salariés. Le conflit social se durcit au centre hospitalier de Vierzon. 2 salariés ont entamé ce dimanche une grève de la faim. Ils demandent des garanties de l'agence régionale de santé quant à l'avenir de l'hôpital. Les 2 salariés dorment sur le parking du centre hospitalier. Source France Bleu, 29 octobre. Les hôpitaux dans les campagnes sont au fur et à mesure supprimés afin de suivre les obligations de la Commission européenne sur la réduction de la dépense publique. Pour en savoir plus, lire cet article du 10 janvier 2015. France. L'Assemblée revalorise les retraites en deçà de l'inflation. Le projet de financement de la sécurité sociale de 2019 prévoit au cours des 2 prochaines années une revalorisation de certaines prestations sociales, pensions versées par l'assurance vieillesse et allocations familiales, de 0,3% par an, selon le texte, ce qui est un montant bien en deçà de l'inflation. Source La Tribune, 27 octobre. Concrètement, cela veut dire que le pouvoir d'achat des retraités va encore baisser, en vertu de l'application constante et continuelle des recommandations de la Commission européenne. Les retraités français vont bientôt devoir accepter de choisir entre manger, se chauffer ou se soigner. Radiographie des chômeurs qui travaillent. Une étude de l'UNEDIC montre que les allocataires concernés sont plutôt pauvres, occupent des emplois précaires et qu'ils veulent travailler plus ou décrocher un CDI. Source Les Échos, 26 octobre. Cette étude bat en brèche la propagande gouvernementale qui voudrait faire croire que les chômeurs sont des fainéants, ce qui permet d'éluder les vraies causes macroéconomiques du chômage, que sont la cherté de l'euro, la directive européenne des travailleurs détachés et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit le contrôle des mouvements de capitaux. Houellebecq se dit prêt à voter pour n'importe qui pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Je suis prêt à voter pour n'importe qui, pourvu qu'on propose la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, a déclaré l'écrivain Michel Houellebecq à Valeurs Actuelles, soulignant que sortir de l'Europe est quand même le préalable d'une politique indépendante. En ce qui concerne les avertissements des experts sur différents dangers qui pourraient succéder à une éventuelle sortie de l'Union européenne, Michel Houellebecq estime que les experts économiques sont tous plus ou moins bidons. Source Sputnik, 27 octobre. La construction européenne est un processus qui ne découle pas d'un choix démocratique, mais bien au contraire, il s'agit d'un asservissement dictatorial des peuples par une petite oligarchie euro-atlantiste. Revoir à ce propos la conférence Qui gouverne la France et l'Europe. Michel Houellebecq est un auteur polémique qui ne laisse pas indifférent, mais force est de constater qu'il fait désormais partie, aux côtés d'autres intellectuels français comme Emmanuel Todd, de ceux qui osent dévoiler cette réalité tellement occultée par les grands médias nationaux. General Electric scinde sa division énergie, c'est-à-dire Alstom, l'action au plus bas depuis 2009. General Electric, empêtré dans des difficultés depuis 2 ans, a annoncé mardi des mesures drastiques pour tenter d'enrayer l'hémorragie de sa division énergie, c'est-à-dire Alstom, qui lui a valu d'afficher une perte de 22,8 milliards de dollars, 22 milliards d'euros, au 3e trimestre. Source Romandie, 23 octobre. Voici le résultat des opérations macroniennes passées. Malgré les critiques de la classe politique française, General Electric a renoncé à la mi-juin à son engagement de créer 1 milliard d'emplois d'ici la fin de 2018 en France.
Mais Macron continue de faire des courbettes devant les multinationales américaines avec son sommet Choose France, qu'il veut rééditer. Groupe Aéroports de Paris, plus 29% sur 9 mois. Le groupe ADP a annoncé lundi un bond de 29,2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année, notamment grâce à sa filiale turque TAV. Source Les Échos, 30 octobre. Cette pépite française doit être vendue alors que sa rentabilité est correcte. Les dividendes ne reviendront plus au trésor public, mais à des actionnaires privés, sans doute étrangers. France 5, épinglé par le CSA pour avoir présenté l'Union populaire républicaine comme un parti d'extrême droite. Le quotidien Le Parisien consacre un article sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, d'exiger que France 5 cesse de qualifier l'UPR de parti d'extrême droite. Cette décision est conforme à la classification de l'UPR par le ministère de l'Intérieur dans la catégorie dit vert. Source UPR, 30 octobre. Un journaliste de l'Obs, victime d'un troublant cambriolage. Mathieu Aron a été victime d'un cambriolage à son domicile parisien. Seuls des ordinateurs ont été dérobés. Les voleurs savaient-ils qu'ils travaillaient sur l'affaire Alstom? Pour rappel, le fleuron français avait dû vendre, en printemps 2014, sa branche énergie à l'américain General Electric, dans des conditions qui intriguent toujours et sur lesquelles une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière voici là quelques mois. Source L'Obs, 30 octobre. France, bienvenue en Macronie. Le public, le grand oublié de la cérémonie de l'armistice. Lors de la commémoration du 10 novembre, les spectateurs n'auront pas accès à la clairière, une première depuis 1920, déplore la ville de Compiègne. L'Élysée évoque des raisons de sécurité. Source Le Parisien, 28 octobre. Seules les personnes officiellement invitées pourront s'approcher de la clairière de Compiègne le 10 novembre pour la commémoration nationale de l'armistice. Le Conseil des ministres avancé pour convenance personnelle. C'est une première. Le Conseil des ministres et le Conseil de défense, habituellement prévus le mercredi, ont été avancés d'une journée pour permettre à Emmanuel Macron de souffler. C'est une situation inédite. Source France Info, 30 octobre. De plus en plus de Français commencent à s'interroger, non seulement sur l'état de santé de Macron, mais sur son état de santé mentale. Pour mémoire, c'est de couverture du magazine L'Obs du 11 au 17 octobre 2018. 41% des Français seraient prêts à un pouvoir autoritaire pour réformer le pays en profondeur. Selon un sondage IFOP pour Ouest France, 54% des Français pensent que le pouvoir en France est aujourd'hui d'abord détenu par les marchés financiers, qui ont trop de pouvoir pour 78% des sondés. 4 Français sur 10 seraient prêts à confier la direction du pays à un pouvoir politique autoritaire pour le réformer en profondeur. Source L'Obs, 31 octobre. Il apparaît de plus en plus clairement aux yeux des Français que le président de la République ne détient plus le pouvoir. L'asservissement de la France à l'Union européenne a permis à une oligarchie financière de dérober le pouvoir au seul souverain légitime, ce qui est le peuple français. Plutôt qu'un régime autoritaire, qui est une impasse, revenons-en plutôt à la lettre de la Ve République grâce au Frexit. Qui plus est, le régime de la construction européenne sous lequel nous vivons n'est-il pas déjà un régime autoritaire qui veut faire des réformes indispensables et maintenir la stabilité de l'euro? France, euro-région et intégrité territoriale. Le siège de la future capitale de la collectivité européenne d'Alsace fait déjà débat. Invitée mardi matin de la chaîne de télévision Public Sénat, Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a confirmé que Strasbourg serait la capitale du nouvel ensemble. Source L'Alsace, 30 octobre.
La ministre oublie que le référendum de 2013 n'avait pas permis cette réforme du fait d'un taux de participation trop faible, d'une part, et du fait que les électeurs du Haut-Rhin, la partie avec Mulhouse et Colmar, l'avaient justement rejeté à 55% des suffrages, par refus de voir Strasbourg dominer l'ensemble. D'où la révolte qui couve dans le Haut-Rhin. La décision de Macron et de son gouvernement consiste donc une nouvelle fois à une violation éhontée et inconstitutionnelle de la volonté du peuple souverain. Cette énième trahison n'est motivée que par l'asservissement à la politique de dépeçage de la France, sous couvert de réformes territoriales voulues par la politique des eurorégions de l'Union européenne. On voit aujourd'hui qu'après la décentralisation, sous Mitterrand, la recentralisation en grandes régions, sous Hollande, on va revoir des nouvelles décentralisations à l'intérieur des grandes régions, avec la création de la collectivité territoriale européenne, alsacienne, bref. Le grand gaspillage de la fusion des régions. Mise en place en 2015, cette réforme était censée dégager des économies. 3 ans plus tard, on observe au contraire une hausse des dépenses. Location de salles pour les réunions, frais de déplacement qui explosent, primes des agents en hausse, etc. Source France Culture, 20 novembre. Si la fusion des régions ne permet pas de faire des économies, si les Français n'avaient rien demandé concernant la fusion de leurs régions, alors n'est-on pas en droit de se demander pourquoi cette réforme territoriale a été mise en place? Les réponses sont dans la conférence Les Eurorégions. Victoire des partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. François Asselineau commente le résultat du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. 56% des néo-calédoniens ont affirmé leur attachement au maintien dans la République française, qui contribue par ailleurs au budget du territoire à hauteur de 70%. Source UPR, 4 novembre. Désunion de l'Union européenne. Non merci à l'Union européenne et à l'OTAN, dit la première ministre islandaise. Je ne pense pas que nous devrions entrer dans l'Union européenne actuellement. Je ne vois aucune raison de poser notre candidature, a dit Catherine Jacobdottir dans un entretien, alors que le nouveau gouvernement de l'Islande se prépare à célébrer son premier anniversaire. Source EU Observer, 29 octobre, en anglais. Chat échaudé craint l'eau froide. Les Islandais ont déjà payé le prix fort d'une dérégulation bancaire et financière d'inspiration ultralibérale. Mais ils ont su tirer la leçon démocratique de la crise et veulent désormais conserver leur marge de manœuvre budgétaire, donc leur souveraineté économique. Les Islandais mettent tout bonnement en pratique les axes stratégiques que l'UPR propose aux Français depuis plus de 11 ans. La zone euro affiche une croissance en berne au 3e trimestre. La croissance a nettement ralenti au 3e trimestre dans la zone euro, à 0,2%, selon la première estimation de l'Office européen des statistiques Eurostat, publiée ce mardi. Source La Tribune, 30 octobre. Comme ne cesse de le répéter l'UPR, ainsi que plusieurs économistes éconoclastes, l'euro est directement responsable de la sous-performance des pays européens en matière de croissance. Les citoyens de ces pays européens paient depuis des années et des années et des années et des années et des années des pots cassés des politiques d'austérité qui découlent de cette non-croissance. Et tout cela ne va faire que s'aggraver tant que la France restera dans cette folie de l'Union européenne et de l'euro. L'abolition du changement d'heure tourne au casse-tête européen. Les ministres européens des Transports ont demandé à Bruxelles de reporter la fin du changement d'heure, évoquant des problèmes d'organisation ainsi qu'une nécessité d'harmonisation à l'échelle de l'Union. Le calendrier de la réforme devrait être dévoilé le lundi 3 décembre. Source Le Figaro, 30 octobre. Unis dans la diversité,
clament les européistes, et l'union fait la force. Et pourtant, les 28 ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur un sujet aussi anodin que le changement d'heure d'été. Alors que dire de tous ceux qui proposent de refonder une autre Europe pour la changer en un tout autre tout? L'Autriche va se retirer du pacte mondial sur la migration. L'Autriche va se retirer du pacte mondial sur la migration de l'ONU, suivant l'exemple des États-Unis et de la Hongrie, rapporte mercredi l'agence de presse APA. Source La Tribune, 31 octobre. Un nouvel indice que le monde entre dans une nouvelle phase historique de retour aux frontières, suivant cette succession d'ouvertures puis de fermetures qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Brexit. Les Britanniques célèbrent le Brexit avec une nouvelle pièce de monnaie. Une nouvelle pièce de 50 pence va être mise en place d'ici le 29 mars 2019 pour célébrer la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il y est inscrit « Peace, prosperity and friendship with all nations » paix, prospérité et amitié avec toutes les nations. Source Le Point, 29 octobre. Un projet de paix, de prospérité et d'amitié avec toutes les nations, voilà exactement ce que l'UPR prévoit pour la France avec le Frexit. C'est le projet de construction européenne qui vise à enfermer la France dans un périmètre absurde et dénué de sens, allant de l'Andalousie espagnole à la Laponie finlandaise, qui est un projet d'appauvrissement collectif, d'agressivité et de fermeture anxiogène et anxieuse vis-à-vis du reste du monde. En plein Brexit, Boeing ouvre sa première usine européenne au Royaume-Uni. L'industriel américain a inauguré jeudi son site de Sheffield qui produira des pièces pour ses ailes d'avion. Un investissement de 40 millions de livres, 45,5 millions d'euros. Éminemment symbolique à l'heure où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Source Les Échos, 26 octobre. Une nouvelle fois, les prévisions des européistes sont prises en flagrant délit de mensonges et de propagande. Loin d'être le désastre que nos médias claironnent, le Brexit provoque déjà une renaissance de l'économie outre-Manche. L'usine de Sheffield fabriquera des systèmes de commande pour les Boeing 337, 337 MAX et 367. Le Brexit approche, Londres étend son réseau diplomatique. À 5 mois de l'échéance, le Foreign Office annonce l'ouverture de 12 représentations dans le monde et la création de 1000 nouveaux postes. Source RTBF, 31 octobre. Avec le Brexit, la diplomatie britannique est en pleine expansion. Le Royaume-Uni investit dans son rayonnement international de façon considérable parce qu'il fait le pari de la coopération internationale avec tous les pays du monde, et non pas un renfermement absurde sur le seul périmètre de l'Union européenne. C'est l'exact inverse de ce que fait le Quai d'Orsay, qui ne cesse de couper dans ses effectifs, de fermer des centres culturels en raison de l'austérité bruxelloise, et qui est en voie de perdre sa place de troisième réseau diplomatique mondial, voire sa place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Avec le Frexit, la France pourra à nouveau s'ouvrir sur le monde, où la demande de France reste très forte. Le Royaume-Uni va taxer les GAFAM à partir de 2020. Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a annoncé lundi la création d'une taxe sur les services numériques au Royaume-Uni, visant les géants de l'Internet. Source L'Essentiel, 30 octobre. Dans un pays souverain, la motivation des Britanniques « Nous voulons décider des lois qui nous gouvernent » peut aisément être mise en œuvre. Le contraste est cinglant avec l'Union européenne, qui, embêtrée dans les intérêts divergents de ses États membres, est incapable depuis 3 ans de décider d'une telle taxe. C'est une nouvelle illustration du stratagème des chaînes décrit par François Asselineau depuis 11 ans. Compensation.
Bruxelles veut éviter le chaos en cas de Brexit sans accord. La Commission européenne se dit ouverte à une transition en douceur, un adoucissement dicté par le réalisme économique. Source Les Échos, 30 octobre. Rappelons que Bruxelles a beaucoup à perdre en cas de Brexit dur, puisque le manque à gagner de la contribution anglaise serait de l'ordre de 50 milliards d'euros. Monde. Syrie. L'Allemagne a versé discrètement plusieurs dizaines de millions d'euros à des rebelles à Idlib. Le Tagesspiegel révèle que le gouvernement allemand a directement financé des rebelles syriens à hauteur de 37,5 millions d'euros. Bruxelles aurait fait de même. Les noms de groupes destinataires de ces discrets versements restent inconnus. Source RT, 1er novembre. Quel groupe exactement était concerné? Quelle est la responsabilité exacte des dirigeants occidentaux dans le soutien à des pays ou à des mouvements liés au terrorisme? La vérité se fait jour peu à peu et montre l'inconséquence des dirigeants engagés dans une guerre illégale, plus ou moins directement, au service des intérêts des pays du Golfe et de Washington. Il est grand temps de récupérer notre indépendance stratégique, ce qui passe par la sortie de l'OTAN. Les États-Unis appellent à la fin de la guerre au Yémen. Washington réclame l'ouverture de négociations de paix d'ici à 30 jours et demande la fin des frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Source Le Monde, 31 octobre. Sous la pression notamment de l'affaire Khashoggi, Washington daigne enfin hausser légèrement le ton sur ce conflit atroce jusqu'ici largement ignoré. C'est aussi un moyen d'accentuer la pression sur l'homme fort de Riyad, Mohammed Ben Salman, qui est aussi ministre de la Défense et dont la guerre au Yémen est le projet phare. Sauf coup de théâtre, il est cependant probable que le Washington saura se montrer magnanime et conciliant avec celui qui demeure le protégé, non pas de Trump, mais de l'État profond états-unien. L'Assemblée générale de l'ONU appelle à la levée de l'embargo américain contre Cuba. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi, comme chaque année depuis 1992, une résolution non contraignante appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba, dont les États-Unis ont tenté en vain de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. La résolution a été approuvée par 189 pays. Source Capital, 1er novembre. Rappelons que juridiquement, un pays n'a pas le droit d'appliquer des sanctions unilatérales contre un autre, a fortiori lorsque des décennies et à l'encontre des résolutions de la communauté internationale. Pourquoi les États-Unis continuent-ils de considérer Cuba, comme d'ailleurs le Venezuela ou le Nicaragua, comme une menace à leur sécurité intérieure? L'ambassade du Brésil en Israël sera transférée à Jérusalem. Jair Bolsonaro, nouveau président brésilien élu, classé à l'extrême droite, a annoncé jeudi cette décision, semblable à celle prise par Donald Trump, qui avait été très critiquée. Source Le Monde, 1er novembre. Le candidat prétextait la récupération d'une blessure, un coup de couteau, pour justifier le fait de ne pas participer au débat télévisé. Mais cela ne l'a pas empêché de recevoir l'ambassadeur d'Israël entre les deux tours. On sait désormais pourquoi. Et on comprend l'ampleur du réalignement diplomatique qu'il prépare, touchant les relations du Brésil avec le reste du monde. Monsieur Bolsonaro aligne sa diplomatie sur celle de Trump, et il est probable que le Brésil va prendre ses distances d'avec le groupe des BRICS. Les biens des institutions chrétiennes de Jérusalem menacés. Une enquête du Figaro révèle qu'un projet de loi israélien pourrait permettre d'exproprier les biens immobiliers des institutions religieuses chrétiennes de Jérusalem. Source Le Figaro, 28 octobre 2018. Une affaire qui risque de faire s'enflammer les passions si elle se confirme. L'Iran vend son pétrole en bourse pour contrer Trump. Téhéran espère que la vente de son pétrole à des acheteurs privés rendra plus difficile le blocage de ses exportations par les États-Unis. Source 20 minutes, 28 octobre. Il est absolument contraire au droit international et à la charte de l'ONU
qu'un seul pays, les États-Unis, puisse décider continuellement de la vie ou de la mort économique de pays ou d'entreprises, en fonction de ses intérêts géopolitiques. Des circuits économiques parallèles auront naturellement tendance à se développer pour résister à cet unilatéralisme. Divers. Débat, la France va-t-elle disparaître? Le débat a eu lieu à l'université d'automne de l'UPR le 27 octobre entre le démographe, anthropologue et historien Emmanuel Todd et François Asselineau, président de l'UPR. Il a été animé par Aurélien Enthoven, connu sous le nom de Gigantoraptor, sur YouTube. Source UPR 31 octobre, un grand succès, près de 100 000 vues après 6 jours de mise en ligne, et 127 000 vues en 2 semaines. Voilà, et là c'est fini. Ciao. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!